Donc, grand 1, genèse et affirmation des régimes totalitaires, c'est-à-dire le régime soviétique, le régime fasciste en Italie et le régime nazi. Petit 1 d'abord, les causes politiques de l'apparition des régimes totalitaires. Alors, ces causes politiques sont de deux ordres. D'abord, on a affaire dans ces pays-là à des sociétés mal démocratisées. Mal démocratisées, c'est-à-dire de manière récente. C'est le cas en Allemagne et en Italie, où on a des États-nations récents, qui datent de la fin du 19e, l'unité est tardive, et donc n'a pas permis l'émergence d'une conscience nationale très forte, ce qui fait que la cohérence de ces nations-là se base sur, en partie en tout cas, sur l'exaltation des valeurs nationalistes. En Russie, le cas de figure est un petit peu différent, puisque on a un caractère multinational fort et très ancien, ce qui pose d'ailleurs une vraie difficulté pour le pouvoir. La démocratisation est largement inachevée, puisque on a plutôt, dans les trois pays, une tradition d'une autorité politique forte, et donc d'un faible enracinement des principes libéraux et démocratiques. La deuxième des causes politiques, c'est l'influence politique de la Première Guerre mondiale. Alors, notamment avec le développement de la violence, la Première Guerre mondiale voit quand même la première mobilisation de masse, et ce qui remet en cause bien sûr les valeurs des régimes libéraux. Et puis cette Première Guerre mondiale, mis à part cette notion de violence, va apporter aussi des frustrations nationales. En Russie, en février 1917, l'abdication du tsar de Russie Nicolas II. En Italie, qui fait partie du camp des vainqueurs, on le rappelle, va se développer la thématique de la victoire mutilée. Alors, cette thématique qui fait que, malgré la victoire, certains territoires revendiqués par les Italiens ne leur sont pas accordés lors de la signature des traités de paix. C'est le cas, par exemple, de la Dalmatie. Cette thématique de la victoire mutilée sur lequel va se faire, va naître en tout cas une certaine agitation nationaliste. Et puis en Allemagne, le 9 novembre 1918, l'empereur Guillaume II abdique. La République est alors restaurée dans la ville de Weimar, et c'est cette République-là, qu'on appelle donc la République de Weimar, qui va signer l'armistice le 11 novembre 18. Mais cette République est fragilisée parce qu'elle provient d'une défaite militaire, et qu'en plus, elle va signer le traité de Versailles, qui accable l'Allemagne, et qui est vu en Allemagne, en tout cas par une partie de la population, comme un véritable diktat. À ces causes politiques se rajoutent des fragilités économiques. D'abord parce que les économies ont été déstabilisées par la Première Guerre mondiale. En Russie, où la population supporte mal les conditions de la guerre et notamment le très mauvais ravitaillement des villes, ce qui va faire d'ailleurs que la Russie va faire une paix séparée. En Italie, on va avoir après-guerre une véritable crise de reconversion d'une économie qui était tournée tout entière vers la guerre. Cette crise de reconversion va provoquer une montée du chômage et une agitation aussi, puisque dans les années 1919-1920, on va avoir un mouvement très fort de grève et d'occupation d'usines, donc une agitation sociale qui provoque une peur chez les élites, et notamment la peur d'une révolution communiste, comme ce qui s'est passé en Russie. En Allemagne, l'économie est fragilisée à partir de 1923 par une très forte inflation. On entend par inflation une très forte augmentation des prix. Là aussi, donc, des frustrations économiques dues à la guerre. Il y a bien sûr le rôle aussi de la crise de 29, puisque cette crise qui touche parmi nos trois pays surtout l'Italie et l'Allemagne, et qui va relancer l'agitation politique. Ces différents phénomènes, à la fois politiques et économiques,
aboutissent finalement à l'installation des régimes totalitaires. D'abord en Russie. Alors, en Russie, où en octobre 1917, le parti bolchevique, mené par Lénine, s'empare du pouvoir en chassant le gouvernement provisoire mis en place après l'abdication du tsar, donc en février. On va avoir donc la mise en place des régimes communistes et la mise en place d'une dictature du prolétariat, puisque c'est une des étapes du marxisme. Alors, cette dictature du prolétariat passe par le partage immédiat des terres. Or, cette accession au pouvoir rencontre une opposition violente. Et c'est ainsi qu'une guerre civile va éclater en 1918, et cette guerre civile qui sera remportée par les bolcheviks. À la suite de cette victoire, on a en Russie l'instauration des régimes autoritaires, notamment avec la mise en place d'une police politique et avec la mise en place de camps. Mais ce totalitarisme va être totalement installé à la fin des années 20, lorsque Staline va succéder à Lénine et lorsqu'il va procéder à l'élimination de ses concurrents et lorsqu'il va mettre en place une véritable dictature politique. En Italie maintenant, alors Benito Mussolini prétend rétablir la grandeur de l'Église et lutter contre les désordres sociaux. D'ailleurs, il va recevoir le soutien de la bourgeoisie et des classes moyennes, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, dans cette peur de la révolution communiste. Donc, l'agitation sociale communiste va être contrée par Mussolini, qui s'appuie sur ce qu'on a appelé des faisceaux de combat, c'est-à-dire des organisations paramilitaires qui s'attaquent aux syndicats et aux partis de gauche, qui s'attaquent physiquement. En 1921, il crée le Parti national fasciste et participe aux élections. Alors, même s'il ne remporte pas tout à fait les élections, le 28 octobre 1922, Mussolini organise, à l'aide donc, en se basant en tout cas sur ses faisceaux de combat, organise la marche sur Rome. C'est en fait une démonstration de force des fascistes, qui réussit puisque le roi refuse de déclarer l'état de siège, refuse de faire tirer sur les fascistes qui arrivent à Rome, et le lendemain, Benito Mussolini est nommé chef du gouvernement. À partir de 1924, Mussolini instaure une dictature politique qui est complète par les lois fascistissimes, ou dites fascistissimes, des lois qui sont prises en 1925-1926 et qui concentrent entre les mains de Benito Mussolini tous les pouvoirs. En Allemagne maintenant, alors en Allemagne, on va avoir plusieurs groupes paramilitaires qui vont participer à l'agitation politique, et parmi ces groupes paramilitaires, on va avoir le NSDAP, qui est dirigé par Adolf Hitler depuis 1921, et en 1923, Adolf Hitler et son parti tentent un putsch en Bavière, qui est appelé le putsch de la brasserie, mais c'est un putsch qui ne réussit pas, et donc Adolf Hitler est arrêté et emprisonné. Après cette expérience, Hitler va modifier sa façon de faire et va avoir pour objectif de prendre le pouvoir de manière légale, c'est-à-dire par les élections. Ce qui n'empêche pas de sa part la création de groupes paramilitaires qu'on appelle les SA pour s'opposer par la violence à ses adversaires politiques. Alors, en 1932, le NSDAP devient le premier parti d'Allemagne, et le 30 janvier 1933, le président allemand Hindenburg fait de Hitler son chef du gouvernement. Il le nomme donc chancelier. À partir de ce moment-là, la mise en place de la dictature est très rapide, à partir de janvier, et notamment aussi à partir de février, puisque le 27 février 1933, le Reichstag, c'est-à-dire le siège du Parlement allemand, est incendié.
Et Hitler va prendre prétexte de cet acte criminel pour interdire le Parti communiste et plus largement pour limiter les libertés. En mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs. En juillet 1933, les partis politiques sont interdits, à l'exception du NSDAP, bien entendu, et les élections sont supprimées. Ainsi, dès l'été 1933, la dictature politique en Allemagne est totale.